Conte à l'ouest. Conte à l'ouest. Conte à l'ouest. Bonjour et bienvenue avec nous sur Quartier des Ondes. On accueille Juliette Plugnan en studio, une toute nouvelle conteuse, enfin toute nouvelle pour nous à la radio. Bonjour. Bonjour Juliette. Bonjour. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Alors, vous allez entendre des contes inspirés d'Afrique du Nord, mais transformés à ta façon. Avant de commencer, j'aimerais bien que tu te présentes un peu, que tu nous dises, que tu dises aux auditeurs, auditrices qui tu es et quelle est ton approche du conte. Alors, moi, je suis Juliette Plugnan, déjà, la brodeuse d'histoire. Je suis conteuse professionnelle depuis peu de temps, mais j'étais avant amateur depuis longtemps. En fait, je raconte des contes depuis toujours, presque, avant à mes jouets, et puis après à ma petite sœur, mes cousines, mes enfants et mes élèves, parce que j'ai longtemps enseigné. Et la vie a fait que je ne peux plus enseigner. Et du coup, je me suis réorientée et avec la volonté du coup je me suis dit pourquoi pas. J'avais jamais pensé à en faire mon métier de conteuse, et puis là c'était l'occasion. Et tu as l'occasion du coup de faire des contes auprès de quel public ? Alors là, pour l'instant, j'ai conté auprès de personnes âgées pour une association, et je fais aussi des ateliers dans les écoles et au collège. Et voilà, donc c'est assez varié. Et pour faire le lien, on s'est rencontrés pour un festival qui a débuté, qui s'appelle Sévenadur, et qui a lieu un peu partout sur Rennes. Et toi, tu as fait un atelier justement dans le cadre de ce festival autour des contes. C'est ça. Alors, j'ai animé avec Marie-Laure Chavanon un atelier Cercle Conteur ce matin. Et en fait, on fait partie d'un collectif. Donc là, c'est pas en mon nom propre que j'ai animé cet atelier. C'est au collectif Cercle Conteur qu'on est en train de monter pour faire vivre en Bretagne la pédagogie Cercle Conteur. Mais aujourd'hui, on n'est pas sur l'actualité, en tout cas pas vraiment. On va plutôt partir dans des endroits qu'on ne connaît pas et dans des moments un peu intemporels. Alors tu commences avec quel conte ? Alors, on va voyager effectivement, et je vais commencer par un conte qui s'appelle L'odeur du poulet. Original. On espère que vous avez tous l'odeur qui arrive. Donc, je vais vous emmener dans un pays très lointain, le pays de Sélim, le sage. Sélim, il est très sage et il a une très longue barbe. Il adore les animaux, il a toujours des animaux autour de lui, et un âne, une chèvre et des colombes qui virevoltent autour de lui. Et quand c'est l'hiver, comme en ce moment, les colombes ont froid et se réfugient dans sa très longue barbe. Et cet hiver, il fait très, très froid. Un froid comme on n'en a jamais vu. Même la rivière et le lac sont gelés. Ça n'arrive jamais dans le pays de Sélim. Et Mehdi, le pêcheur, est très très ennuyé, parce que le lac dans lequel il pêche est gelé, et les poissons sont tout recroquevillés au fond, et il n'arrive pas à les attraper, même s'il casse la glace. Mais s'il ne pêche pas, il ne peut pas vivre. Il ne sait pas quoi faire. Et puis il repense à son voisin qui est parti à la ville. Et il a dû trouver plein de sous et plein de choses à faire parce qu'il n'est pas revenu. Alors il se dit, pourquoi pas moi ? Moi, je vais aller un petit peu à la ville, je vais gagner des sous, puis je vais revenir. Avant de partir, il passe dans la maison de Sélim, le sage, et il lui explique son projet. Oui. Ah oui, Mehdi, oui,
tu peux aller à la ville. C'est loin, la ville. Mais tiens, je vais te prêter mes colombes. Comme ça, elles te tiendront compagnie. Puis si t'arrive quelque chose, elles me préviendront. Ah bah oui, si tu veux. Et le voilà parti sur les routes, avec les 2 colombes qui virevoltent autour de lui. Et il marche. Il marche, c'est très loin, la ville. Il marche toute la journée, une bonne partie de la nuit. Sur le chemin, il se pose un peu en route, il s'enroule, il se pelotonne dans son manteau où il a froid. Il arrive un peu à s'endormir. Et puis, le lendemain matin, il se remet en route. À la mi-journée, à peu près, il aperçoit au loin des murailles énormes, immenses. Oh, c'est grand, la ville. Et il se rapproche. Plus il se rapproche, plus il est impressionné. Il passe sous la muraille, par la porte. Et quand il pénètre à l'intérieur de la ville, il se sent tout petit. Autour de lui, il y a des maisons énormes. Et que des maisons partout. Il tourne la tête d'un côté, une énorme maison. Il tourne la tête de l'autre, une énorme maison. Mais il voit quasiment plus le ciel avec toute cette pierre. Là, dans son village, il n'y a pas autant de maisons. Et puis, elles ne sont pas toutes en pierre. Ça l'intimide. Ça l'intimide vraiment beaucoup. Et puis, il se demande comment il va trouver du travail, là. Il marche dans la rue, il essaie de parler aux gens, mais les gens ne sont pas très causants. Et puis, arrivé le soir, il est épuisé, il n'a pu parler vraiment avec personne. Il est un peu découragé. Et il s'assoit sur une marche devant une porte. À côté de lui, sur le mur de la maison, il y a une fenêtre qui est entr'ouverte. Il s'assoit, il ferme les yeux et tout d'un coup... Oh, il sent une odeur. Oh, mais ça sent le poulet rôti. Oh, ça sent... Alors, il ouvre grand ses narines, il remplit ses poumons de cette odeur moelleuse, croustillante. Ah ouais, la peau du poulet qui croustille sous la dent. Oh, et des pommes de terre à côté qui sont arrosées d'un jus savoureux. Dans sa tête, il imagine ce poulet moelleux. Et cette odeur remplit tout son être. Et il se réchauffe, il n'a plus froid du tout. Il est plus du tout triste ni inquiet. Et il se met à chantonner doucement. Et les colombes qui virevoltent au-dessus de lui, se mettent aussi à chanter. Dans sa cuisine, il y avait la cuisinière, mais Mehdi avait très mal choisi, sans le savoir, son pas de porte pour s'asseoir. Il était tombé sur la maison de la plus ronchon de la ville. Tellement ronchon qu'elle était surnommée Mégère. Et Mégère, elle est dans sa cuisine, et tout d'un coup, par la fenêtre ouverte, elle entend chanter. Qui est-ce qui chante à ma porte ? Alors elle va voir, elle ouvre sa porte, et elle découvre Mehdi, les yeux fermés, sourire aux lèvres, qui hume dans l'air. Elle renifle aussi, et elle comprend. Hein ? Mais t'es en train de renifler mon poulet ? Mais c'est mon odeur de poulet. Hé, toi,
Mehdi !»« Comment tu me connais ?»« Ouais, je connais tout le monde, même ceux qui sont pas d'ici. Toi, c'est mon odeur. Au voleur ! Au voleur ! Il renifle mon odeur de poulet. Tu dois me la payer. »« Mais j'ai pas d'argent. C'est une odeur qui passait par là. Je ne voulais pas vous prendre votre odeur de poulet. »« Peu importe. Au voleur ! Au voleur ! Tu me dois 10 pièces d'or. Au voleur ! Au voleur !» Alors Mehdi est très très ennuyé parce que 10 pièces d'or, il a pas ça. Il a même jamais eu même une pièce d'or dans sa poche. Et il sait pas quoi faire. Et au voleur ! Au voleur ! Elle hurle toujours, elle rameute des gens qui passent, et puis dès qu'ils s'aperçoivent que c'est Mégère qui crie, ils s'en vont, parce qu'ils veulent pas du tout avoir affaire à elle, même pour défendre quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et... Oh, tu vas me le payer. Demain, il y a le roi qui fait audience. Rendez-vous à l'audience du roi, et on verra bien qui gagne. Mehdi, il est désespéré. Mégère, elle rentre en claquant la porte, elle ferme sa fenêtre et elle a dû manger son poulet toute seule. C'est un peu triste. Lui, Mehdi, il est réchauffé par l'odeur du poulet, mais il a été très vite refroidi par la colère de Mégère. Et puis surtout, s'il doit lui donner 10 pièces d'or, mais comment il va faire ? Alors, il erre dans la ville. Il erre, il va où le portent ses pas, et il ose même plus s'asseoir à un endroit parce qu'il a peur encore de devoir des sous à des gens. Il trouve que les gens dans cette ville ont des drôles de manières. Et puis, il arrive quand même au bord d'une fontaine, et là il s'assoit sur la margelle, et puis en se recroquevillant dans ses vêtements, il s'endort. Il s'est même pas rendu compte que les colombes n'étaient plus avec lui. Et nos petites colombes, elles ont rejoint à tire-d'aile leur maître, parce qu'elles ont bien compris que là, il y avait urgence. Et la ville est très loin, mais à vol de colombe, ça se fait vite. Elles arrivent vite auprès de Sélim, et elle lui raconte tout. Alors il se met en route. Il se met en route sur son âne, suivi de sa chèvre, des colombes qui se sont réfugiées dans sa barbe. Et puis, au fur et à mesure de la route, il y a plein d'animaux qui le suivent. Il fait la route très très vite. Et au matin, il arrive à la ville. Les gardes des portes, en voyant arriver ce cortège d'animaux et ce monsieur barbu assis sur son âne, au début, ils se demandent s'ils doivent ouvrir la porte ou pas. Et puis en fait, ils n'ont même pas le temps de se poser vraiment la question qu'il est passé. Et Sélim suit le flot des gens qui vont à l'audience du roi. Il arrive dans le palais et les gardes à la porte, ils se demandent s'ils doivent laisser passer ce vieillard sur son âne, suivi de tous ces animaux. Mais comme aux portes de la ville, ils n'ont même pas le temps de vraiment formuler la question dans leur tête qu'il est déjà dans la salle d'audience. Et dans la salle d'audience, c'est au tour de Mégère et de Mehdi. Et on n'entend que Mégère qui hurle toujours « Au voleur, au voleur, au voleur !» Je pense qu'elle en a même rêvé la nuit, tellement elle crie « il me doit 10 pièces d'or, il me doit 10 pièces d'or !» Alors, le roi dit « Mais attendez, je n'y comprends rien là, expliquez-moi un peu. » Alors, Mégère explique, et le roi, il en a assez en fait de Mégère, parce qu'elle vient chaque semaine à ses audiences, elle est là pour une raison ou pour une autre, il ne sait pas quoi lui dire. Il réfléchit et « Votre Majesté, si je puis me permettre, moi j'ai une idée. » C'est Sélim qui est intervenu. Mehdi ne l'avait pas vu et quand il l'aperçoit, il ouvre des yeux ronds et il est à la fois étonné et très rassuré de le savoir là.
Votre Majesté, est-ce que je puis me permettre de vous demander là de m'apporter 10 pièces d'or ? Je vous les rendrai. » Le roi, il est très étonné de cette requête. Jamais personne n'a osé lui demander 10 pièces d'or, mais en même temps, il ne sait pas trop pourquoi, il accepte. Et il demande à son serviteur d'aller lui chercher sa bourse. Il met 10 pièces d'or dans la main de Sélim. Et Sélim se tourne vers Mégère. Alors Mégère, elle tend la main parce qu'elle est persuadée que, sage comme il est, il va lui donner ses 10 pièces d'or. Mais Sélim jette les pièces d'or en l'air. Et les pièces d'or retombent sur le carrelage de la salle d'audience. Cling, cling, on entend distinctement 10 tintements de pièces d'or. Tout le monde dans la salle s'est tu. Même Mégère a arrêté de crier au voleur. Voilà. Mégère, tu as tes 10 pièces d'or comme tu le voulais. Mehdi a pris l'odeur du poulet et toi, le son de 10 pièces d'or. Et Sélim se baisse, ramasse les 10 pièces d'or et les rend au roi. Ah bah, ça a coupé le sifflet de Mégère. Hein. Et puis elle part chez elle la tête basse et le roi en est débarrassé. Quant à Mehdi et Sélim, ils rentrent tous les deux dans leur village. Et je pense que Mehdi n'en sortira plus jamais. Trop bien, c'est trop bien comme histoire. L'idée de payer l'odeur ou de payer le son. Et ouais. Est-ce que vous payerez pour sentir l'odeur du poulet ? Peut-être qu'un jour ça arrivera. Peut-être qu'un jour on devra payer pour les odeurs et les sons. Un peu triste. Je n'espère pas, Non. en effet. Si vous avez en tout cas une recette pour faire le poulet avec la fameuse peau délicieuse, on est preneur. Vous pouvez nous envoyer des petits messages sur Quartier des Ondes. Merci pour ce premier récit. Est-ce que tu peux nous dire maintenant où est-ce que tu nous emmènes ? Alors là, on va dans des montagnes. Alors, c'est toujours l'hiver, il fait froid, il y a de la neige. Et c'est l'histoire de 2 bûcherons. 2 bûcherons qui doivent prendre un chemin assez long pour aller couper du bois au fond de la forêt. Et en cours de route, sur le chemin, ils aperçoivent une empreinte de lion. Alors, ils sont un peu terrifiés, surtout un des deux qui dit « Ah oui, non, mais là, moi, je ne vais pas avancer. Là, il y a un lion, je ne vais pas avancer plus. » « Oh, mais écoute, t'en fais pas. De toute façon, on est obligé d'aller travailler. Alors, voilà, il faut bien qu'on aille couper les arbres là où on nous a dit d'aller les couper. » Bon, alors ils continuent. Ils arrivent à l'endroit de la coupe. Ils travaillent toute la journée. Et le soir, il faut rentrer. Et le premier bûcheron, il est terrifié à l'idée de croiser un lion. Il y a pensé toute la journée. Chaque fois qu'il entendait un bruit, il se retournait. Il n'était vraiment pas à son travail. Et il dit à son collègue, non, moi je ne peux pas prendre le chemin où il y a l'empreinte. C'est pas possible, ça me fait trop peur. Tu comprends ? Je n'ai pas du tout envie de croiser le lion. Qu'est-ce que tu veux faire ? Oh, mais je vais prendre l'autre chemin. L'autre chemin, mais il est beaucoup trop long. Tu vas mettre le double de temps. Et puis il passe par la montagne, c'est escarpé. Ah ouais, mais c'est pas grave. Je peux pas. Bon, vas-y. Moi, je prends le plus court. Hein. Tant pis pour le lion. Et le premier bûcheron s'engage dans le chemin le plus escarpé, mais celui qu'il trouve le plus sûr. Son collègue y rentre par le chemin le plus court.
Et quand il arrive à l'endroit où ils avaient vu le matin l'empreinte de lion, l'empreinte de lion est toujours là, mais il y a le lion aussi. Alors, il commence à se dire peut-être que j'ai pas fait le très bon choix. Bonjour lion. Bonjour, homme. Comment vas-tu ? Eh bien, figure-toi que je suis un peu malade. Ah bon, malade ? Oh, oui. Et pour me guérir, il faut que je mange de la cervelle d'homme. Eh ben, figure-toi que tu tombes très mal. Moi, je suis décervelée. J'ai plus de cervelle. Comment ça ? Oui, tu vois bien. Ce matin, avec mon collègue, on est passé par ce chemin. On a vu ton empreinte. Et là, pour rentrer, je repasse par le chemin où je savais que tu serais là. Alors, faut être vraiment décervelé pour faire ça, tu crois pas ? Ah. Mais tu sais, mon collègue, lui, il a toute sa cervelle. Et il a pris le chemin qui passe par la montagne, là, le chemin escarpé, tu vois ? Là, si tu vas le voir, lui, il a toute sa cervelle. Ah, merci pour le tuyau. Et voilà le lion qui rejoint le chemin escarpé et notre bûcheron qui rentre chez lui tranquillement. Ça se termine comme ça, génial. Eh oui, on ne sait pas ce qui est arrivé à l'autre bûcheron, mais... J'étais en train de me dire plutôt intelligent. Le décervelé. Le décervelé. Alors, est-ce que on va rester encore dans la montagne, dans l'hiver, ou est-ce qu'on se rapproche du printemps, de l'été ? Là, on se rapproche de l'été. Et on va rejoindre Sélim le Sage. Parce que le roi, il a vraiment apprécié la façon que Sélim avait de traiter un peu les problèmes. Et en fait, il refait appel à lui de temps en temps, quand il a vraiment des affaires insolubles, que ces sujets viennent lui soumettre, en fait. Et là, cette fois-ci, il a fait appeler Sélim, parce qu'il y a deux voisins qui se disputent. Et ces deux voisins, ils se traitent l'un comme l'autre de voleurs et de menteurs. En fait, c'est un marchand qui devait partir loin pendant 3 mois. Et ce marchand avait des pièces d'or, beaucoup de pièces d'or, qu'il ne pouvait pas emmener avec lui, parce que sur les chemins, il risquait de se les faire voler. Et il ne voulait pas les laisser dans sa maison, parce que c'était trop risqué. Alors il a décidé de les mettre dans une jarre, dans un gros pot. Il a complété la jarre avec des dattes et il est allé voir son voisin. Voisin, est-ce que tu pourrais me garder cette jarre pleine de dattes jusqu'à mon retour ? Je rentre dans 3 mois. Oh, bien sûr, voisin, entre voisins on s'entraide. Mets-la donc dans ma cave. Et donc, c'est ce qui est fait. Et le marchand, quand il est rentré au bout de 3 mois, il a récupéré sa jarre, sauf que il n'y avait plus les pièces d'or dedans. Et donc, il a accusé son voisin d'avoir volé les pièces d'or. Et le voisin dit que non, qu'il ne savait pas qu'il y avait des pièces d'or, qu'il pensait qu'il avait gardé des dattes, et puis voilà. Et il se traite de voleur, menteur, et le roi ne sait pas quoi faire avec ça. Alors quand il explique ça à Sélim, Sélim éclate de rire. Et il dit, mais ça, même les enfants de mon village pourraient résoudre cette énigme. Bon, alors le roi, il est un peu vexé. Mais bon, il a appris qu'avec Sélim, il fallait surtout pas se vexer. Et il dit, d'accord, on va tous aller dans ton village et on va demander aux enfants de résoudre ça, ce problème.
Et les voilà partis. Le roi, Sélim qui rentre dans son village, le marchand, le voisin et la jarre. Tout le monde arrive dans le village de Sélim. Sélim, il appelle tous les enfants, il pose des tapis au milieu de la place du village, parce que maintenant c'est l'été, donc il fait plus chaud, on peut se mettre dehors. Et le marchand et le voisin expliquent ce qui leur arrive à tout le monde. Une fois l'histoire expliquée, les enfants disent « Bah oui, on a une petite idée, mais on a besoin de se concerter. » Les enfants vont se concerter un petit peu, mais pas très longtemps. Ils reviennent et le plus âgé des enfants dit « Bah, en fait, on sait comment résoudre. Le plus simple, ce serait de goûter les dattes de la jarre. On saura tout de suite. Si les dattes sont fraîches, c'est que le marchand, c'est que le voisin a re-rempli la jarre récemment et qu'il l'avait vidée. Et si les dattes sont toutes rabougries d'il y a 3 mois, eh ben, on saura que c'est vraiment celle que le marchand avait donnée à son voisin. Ah ouais. Alors, le roi, il est épaté parce qu'il n'aurait pas du tout pensé à goûter les dattes d'une jarre comme ça. Et c'est ce que les enfants font. Ils goûtent une date. Et il en prend une deuxième et dans cette date, il trouve un petit papier. Oh, alors, il le déroule, il le déplie. Oh, et sur ce papier, eh ben, il y a l'histoire que je viens de vous raconter. Très poétique comme fin de conte. J'espère que ça vous a détendu. Moi, je suis toute détendue en tout cas. On espère que ça se passe bien avec vos voisins, à vous. Toi, tes voisins, ils sont sympas, Juliette? Oui. Il n'y a pas de voleurs, pas de menteurs? Absolument pas. Tant mieux. Alors, ça va être le petit moment pour vous réveiller, justement. Tu as choisi une musique. Je te laisse la présenter. Alors, c'est une musique d'un petit groupe, Trio Gani, que j'avais entendu pendant le festival de Cornouailles à Quimper, il y a bien longtemps. C'est un groupe qui mêle musique celtique et musique berbère, que j'aime vraiment beaucoup. Et là, la chanson qui va passer s'appelle « L'épi de blé ». Et vous l'écoutez sur Quartier des Ondes. Je n'avais qu'un épi de blé, je n'avais qu'un épi de blé. Je n'avais qu'un épi de blé, je n'avais qu'un épi de blé. Dans mon jardin je l'ai planté, mon faladira d'Andenne, malura, là mon faladira d'Andenne. Faladira d'Andenne, malura, mon faladira d'Andenne. Et dans mon jardin je l'ai planté, dans mon jardin je l'ai planté. Dans mon jardin je l'ai planté, dans mon jardin je l'ai planté. Un grand profit j'en ai retiré, mon faladira d'Andenne, malura, là mon faladira d'Andenne. Faladira d'Andenne, malura, faladira d'Andenne. Et un grand profit j'en ai retiré, un grand profit j'en ai retiré. Un grand profit j'en ai retiré, un grand profit j'en ai retiré. Un bel habit me suis acheté, mon faladira d'Andenne, malura, là mon faladira d'Andenne. Faladira d'Andenne, malura, faladira d'Andenne. Et un bel habit me suis acheté, un bel habit me suis acheté. Un bel habit me suis acheté, un bel habit me suis acheté. La fille du roi m'a remarqué, mon faladira d'Andenne, malura, là mon faladira d'Andenne.
roi m'a fait son conseiller, et le roi m'a fait son conseiller. Voilà pour un épi de blé, mon faladira dondaine, malura, la mon faladira dondaine. Mon faladira dondaine, malura, mon faladira dondaine. Et voilà pour un épi de blé, voilà pour un épi de blé. Voilà pour un épi de blé, voilà pour un épi de blé. Dans mon jardin j'avais planté mon faladira dondaine, malura, la mon faladira dondaine. Faladira dondaine, malura, faladira dondaine. Adai, 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 Vous écoutez Quartier des Ondes, on est dans donc, la rubrique Contes à l'Ouest avec Juliette Plugnant, une conteuse qui sous le nom de La Brodeuse d'Histoire. Et tu viens de nous faire découvrir un morceau magnifique qui s'appelle Épi de blé, réarrangé donc avec un artiste berbère. Un chant berbère, les chants berbères. Ouais, des musiques traditionnelles berbères aussi, je pense. Parce que Épi de blé, à la base, c'est quand même un morceau traditionnel breton Ouais, connu. C'est ça, c'est une qui est très chanson traditionnelle bretonne. Mais souvent, les rythmes du Maghreb ou les rythmes berbères et les rythmes celtiques bretons se marient très bien, en fait. Intéressant. Mm. Il y a des choses à faire là-dessus. Ouais. Ça s'appelle Trio Gani. Alors malheureusement, on s'est rendu compte tout à l'heure en préparant l'émission que on ne le trouvait pas sur YouTube, mais peut-être qu'il existe encore des CD quelque part ou on peut trouver les morceaux, je sais pas, sur SoundCloud ou peut-être sur Quartier des Ondes bientôt. Ça serait bien. Alors on continue avec des contes. Où est-ce que tu nous emmènes ? Alors là, on va revenir plus près, dans un petit village pas loin d'ici. Et c'est Joseph. Joseph, il a travaillé toute sa vie et il a construit sa maison. Il a planté son verger, ses pommiers, des pêchers. Et il a aussi son troupeau de chèvres. Il lui reste 17 chèvres, toutes en bonne santé. Il a une chèvrerie aussi où il fait du fromage. Et il est aidé de ses fils. Il a 3 fils qui ont bien grandi, qui sont maintenant de jeunes hommes. Pierre, Paul et Jacques. Et Pierre, il a tellement bien grandi. Pierre, c'est l'aîné, il sait bien parler, c'est un beau parleur, tellement qu'il est devenu le maire du village et il sait bien parler, bien arrondir les choses et il est bien parti dans la vie. Paul, son truc, c'est les fruits, le verger. Il s'occupe vraiment beaucoup du verger. Il ramasse les fruits, il les plante, il plante d'autres arbres. Et il a commencé aussi à agrandir ce verger, à amener d'autres essences. Il aime ça. Et Jacques, lui, depuis tout petit, il est avec les chèvres et c'est lui qui a insisté pour développer la chèvrerie. Il fait du fromage. Et Jacques, il se sent vieillir. Et quand il regarde ses 3 fils, il se dit que sa vie est bien réussie. Et il regarde sa ferme, son verger, sa maison et il est content. Et puis, le partage entre tout ça, ça se fait un peu logiquement. Et un jour, il réunit ses fils et
il leur dit écoutez, je sens que là, c'est la fin. Je me sens vieux, mais je suis très content de tout ce que j'ai fait. Mais papa, pourquoi tu dis ça? Oh, laissez-moi parler. Quand je serai mort, vous partagerez tout ça. Mais je donne à Pierre la maison. À Paul, le verger, bien sûr. Et à Jacques, la chèvrerie. Mais j'ai 17 chèvres. Alors, Jacques, pour continuer à faire fonctionner la chèvrerie, les fromages, le lait de chèvre, je te donne la moitié du troupeau. Paul, toi, t'en auras un tiers. Un tiers parce que c'est bien que les chèvres viennent brouter aussi dans le verger. Et toi, Pierre, t'as un peu moins besoin de chèvres. T'auras un 9e du troupeau. Alors les garçons, ils sortent de cet entretien un peu la tête surtout pleine de tristesse. Et effectivement, leur père, quand il les avait réunis, ne se sentait pas bien et quelques jours après, il meurt. Les 3 garçons sont pleins de chagrin et puis passe le temps du deuil et puis il faut se partager l'héritage. Bon, la maison, le verger, la chèvrerie, c'est facile. Mais la moitié d'un troupeau de 17 chèvres, c'est moins facile. Et là, ils comprennent pas. Ils comprennent pas du tout pourquoi leur père a dit ça. La moitié de 17. On fait comment? On va pas couper une chèvre en 2. Ah ouais, comment on peut faire? Oui, on va pas. On peut tuer toutes les chèvres et puis ouais, non, ça va pas du tout. Qu'est-ce que... Et alors ils réfléchissent. Ils y passent des jours et des jours à essayer de se creuser la tête et ils sont bloqués là-dessus, ils comprennent pas. Et un jour, ils sortent, ils contemplent les 17 chèvres et au bout du chemin, ils entendent un son comme ils n'avaient jamais entendu. Et ils voient apparaître un vieux monsieur, très droit, avec une chèvre qui le suit. Ce vieux monsieur joue de la flûte. Oh, c'est beau. Et il passe sur le chemin avec sa chèvre. Et il les regarde avec un sourire plein les yeux. Monsieur, on aurait un petit service à vous demander. Alors, l'homme s'arrête, arrête de souffler dans sa flûte et les écoute. Alors, les 3 frères lui racontent leur histoire. Il dit, voilà, on ne sait pas comment partager nos 17 chèvres. Il faut en prendre la moitié. Et puis, moi, il faut que j'en prenne la moitié. Le frère du milieu, là, il faut qu'il en prenne un tiers. Et puis l'aîné, un 9e. Mais on est perdu. Alors, l'homme, il a un plus grand sourire dans les yeux et un grand sourire aux lèvres aussi. Et il lui dit, il leur dit aux 3 frères, si vous voulez, je vous prête ma chèvre pour le partage. Alors, les frères sont bien contents. Par contre, prêter la chèvre, ils acceptent. Et puis, du coup, il y a 18 chèvres. Alors, la moitié de 18. Donc, le plus jeune prend ses 9 chèvres. Et puis, Paul,
il en prend un tiers. Il prend ses 6 chèvres. Et Pierre, il prend un 9e. Il prend 2 chèvres. Et ils sont super contents. Mais alors, par contre, là, ils les ont pris vraiment, ils les ont vraiment mis de côté et ils se regardent interloqués parce qu'il en reste une. Mais, comment ça se fait ? Et l'étranger remet sa flûte dans la bouche. Et là, il a carrément un rire au coin des yeux. Ses yeux font des rides. Et il s'en va avec sa chèvre. On l'a plus jamais revu, on ne sait pas qui c'est. Et les 3 frères, ils comprennent toujours pas ce qui s'est passé. Mais bon, ils ont leur chèvre, ils sont contents. On vous a vu sans le voir vraiment vos calculs mentaux pendant que tu faisais ton conte. Il est malin le petit papa qui fait des blagues à ses fils. Eh oui, pour qu'il pense à lui, même quand il est plus là. Alors, est-ce que tu as encore un dernier conte à nous partager ? Si on a le temps, on a le temps pour un dernier conte, tout à fait. Un petit conte de randonnée. Alors là, il me faut de l'énergie pour ce genre de conte. Attention, Juliette a écarté sa chaise. Ouais, parce que... Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les contes de randonnée. Absolument pas. C'est peut-être des contes qu'on fait pendant qu'on marche ? Pas vraiment. En fait, ce qu'on appelle contes de randonnée, c'est les contes qui se répètent. Un peu comme des chants. Un peu comme des chants, mais qui ont une répétition qui engendre quelque chose un peu en cascade. Et donc, c'est des contes qui ont un rythme assez soutenu en général. Ok, on va allez entendre voir, un petit slam, là. Vous allez comprendre tout de suite ce dont il s'agit. Donc, c'est l'histoire de mon grand-père. Mon grand-père, quand il était enfant, il habitait à la ville. Et l'été, il rentrait dans le village de ses grands-parents. Il l'aimait assez bien, mais en fait, au village, dans une ferme, il n'y a aucun bras qui ne sert à rien. Donc il était toujours embauché. Et il n'aimait pas trop aller couper du bois, aller faire les foins. Ça, il n'aimait pas. Par contre, ce qu'il adorait, c'était, une fois de plus, aller garder les chèvres et les moutons. Ça, il aimait bien. Il aimait bien parce qu'il pouvait aller se promener. Le troupeau le suivait, c'était chouette. Et puis, une fois qu'il avait trouvé un coin d'herbe délicieuse pour son troupeau, lui, il pouvait s'asseoir à l'ombre d'un arbre ou sur un rocher plat. Et puis, il pouvait sortir son carnet à dessin et dessiner, ou bien lire, ou bien tout simplement rêvasser. Et ça, c'était ce qu'il aimait le plus au monde, dessiner et rêvasser. Et un jour, il a trouvé un super coin un petit peu plus loin que d'habitude. Et il s'est assis sur une pierre bien confortable, un peu moussue, donc ça faisait un petit coussin, il était bien, et puis il était en train de dessiner. Et tout d'un coup, dans un buisson, il entend un bruit. Alors il tourne doucement la tête, et là il aperçoit un museau, avec au bout une truffe bien noire. Il voit des oreilles pointues et des petits yeux jaunes qui regardent avec gourmandise son troupeau de moutons. Eh oui, vous avez reconnu, il a vu un loup dans le buisson. Alors mon grand-père appelle le chien, qui le suivait toujours. Et, chien, pourquoi tu fais pas fuir le loup ? Ouf, ouf, non, je ne veux pas. Tu veux pas ? Ah bon ? Alors mon grand-père va chercher le bâton pour faire peur au chien, pour qu'il fasse fuir le loup qui veut manger ses brebis. Mais le bâton ne veut pas. Alors mon grand-père va chercher le feu pour brûler le bâton, pour faire peur au chien, pour qu'il chasse le loup qui va manger ses brebis.
Mais le feu ne veut pas. Alors, mon grand-père aperçoit le seau d'eau et il demande à l'eau d'éteindre le feu, qui ne veut pas brûler le bâton, qui ne veut pas battre le chien, qui ne veut pas chasser le loup, qui va manger ses brebis. Mais l'eau ne veut pas. Alors, mon grand-père appelle le veau pour qu'il boive l'eau. L'eau qui ne veut pas éteindre le feu qui ne veut pas brûler le bâton qui ne veut pas faire peur au chien, le chien qui ne veut pas chasser le loup, qui risque de dévorer le troupeau. Mais non, le veau ne veut pas boire l'eau. Alors, mon grand-père va chercher le boucher. Boucher, est-ce que tu peux tuer le veau qui ne veut pas boire l'eau, qui ne veut pas éteindre le feu, qui ne veut pas brûler le bâton, qui ne veut pas faire peur au chien, qui ne veut pas chasser le loup, qui va manger tout mon troupeau? Bah non. Pourquoi je le tuerais? Alors mon grand-père, il est catastrophé, il ne sait pas comment faire fuir ce loup. Et là, il a une idée terrible. Il va chercher le diable. Diable, est-ce que tu veux bien faire très très peur au boucher? Et là, tout d'un coup, le boucher, il a bien voulu tuer le veau, mais le veau avait déjà bu l'eau avait déjà éteint le feu avait déjà brûlé le bâton avait déjà fait peur au chien, le chien, il avait fait tellement peur au loup que le loup, il a couru et on l'a plus jamais revu. Bon, ceci dit, il paraît qu'ils reviennent maintenant, les loups, alors peut-être que cette histoire va devoir se répéter un jour. Quant au diable, il a aussi disparu, mais ça, c'est une autre histoire. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de vous la raconter. On espère que tu nous la raconteras la prochaine fois. Merci Juliette. Oui, j'ai bien compris ce que c'était le conte de randonnée en cascade. Tu dois être très forte au jeu de mémorisation du genre dans ma valise, il y a. Elle doit pas être simple celle-ci à... Non. Ouais, faut pas s'en mêler les pinceaux. Ouais. Merci de nous avoir emmenés dans tous ces univers avec toi. Tu vas revenir ? Oh oui, c'est un plaisir. C'est une première à la radio comme ça, mais c'est assez intéressant et ouais, l'expérience m'emballe beaucoup. Eh bien, j'en suis ravie. Tu es la bienvenue ici. Tu vas nous annoncer la dernière musique. On va se quitter avec un autre morceau de ce bel album que tu nous as ramené qui s'appelle donc Trio Gani. Je te laisse la présenter et on se quittera sur ça. Ouais. Alors là, c'est encore une chanson traditionnelle bretonne qui s'appelle 10 marins. On écoute 10 marins sur... Attention. Sur Radio Quartier des Ondes.